Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. 7 heures, vous savez que nous sommes jeudi, tous les jeudis, c'est un jeudi politique et nous parlons de l'actualité. Alors, les auditeurs sont prioritaires ici. Samir est à Lyon et Samir va réagir au sujet que nous abordions juste avant les infos. Bonjour Samir. Bonjour Jean-Jacques, vous allez bien? Ça va très bien, vous êtes chauffeur de taxi. Je suis heureux de vous retrouver, Samir. Moi aussi Jean-Jacques. Sur l'antenne de Sud Radio, on s'est connus sur d'autres antennes. Voilà, c'est ça. Samir, bon, qu'est-ce que vous vouliez dire à propos de ce RSA conditionnel? Le président de la République en a parlé hier lors de son interview sur TF1 et France 2, conditionné à une activité. Allez-y, Samir. Eh ben moi je trouve ça, c'est pas bien qu'ils s'en prennent aux gens qui touchent le RSA. Déjà, avant de s'en prendre au RSA, faut que eux-mêmes soient exemplaires. Et là, je m'adresse aux gens que vous avez invités, Jean-Jacques, aux députés. Vous devez montrer l'exemple. Et c'est plus le cas depuis des années. Des années, vous êtes devenus inaudibles. Moi, je parle avec les gens. Je suis dans la société civile, des gens tous les jours, qu'ils soient riches, pauvres, n'importe. Vous êtes devenus inaudibles. Les gens ne vous croient plus. Les gens ne vous entendent plus. Les gens ne veulent plus. C'est pour ça qu'ils ont déserté les bureaux de vote, Jean-Jacques. Et ça va être de pire en pire. Et le désespoir, vous savez ce que ça cause, Jean-Jacques. Voilà. Moi, j'ai 47 ans personnellement, donc j'ai un peu de bouteille, l'expérience. J'en ai vu passer des présidents et tout. Mais là, ça va trop loin. Là, c'est trop. S'en prendre aux pauvres. Déjà qu'ils ont rien, et vous voulez leur enlever le peu qu'ils ont. Mais après, ça va être quoi? Bon, Samir, nous allons. Il y a deux sujets. Vous abordez deux sujets. Un, et évidemment la distance qui se creuse encore entre l'électeur et l'élu. Et deux, la question précise du RSA. Nous reviendrons sur le RSA, mais merci Samir dans tous les cas pour votre intervention. Cette distance, elle est réelle. Tout le monde crie, tout le monde dit, répète, c'est Marine Le Pen qui va tirer les marrons du feu. Mais les marrons du feu, qui va tirer les marrons du feu? C'est l'abstention, non? Ce sont les électeurs qui n'iront plus voter. Qu'en pensez-vous? Faisons un petit tour de table. Violette Spilou. Moi, déjà, quand j'entends le cri de Samir, je pense qu'il a raison. Je pense que c'est ce que nous, on entend beaucoup quand on est sur le terrain, en circonscription. Moi, à Lille, moi aussi, je vois des gens, je vais dans des associations, je vais faire mes courses, je suis interpellée. Peut-être un signe d'espoir quand même, c'est qu'on est nouveaux députés pour certains et nombreux, nous, dans notre groupe. Moi, je suis élue seulement depuis juin 2022. On essaye à la fois d'être à la hauteur de la fonction à l'Assemblée nationale, dans un hémicycle qui est extrêmement vivant, qui est redevenu le lieu où se passent tous les grands débats politiques, et on le voit chaque jour, donc on est très présent. Cette semaine, on est sur les JO et les sujets de sécurité pour les JO 2024, et en même temps, on est présent sur le terrain et on se montre exemplaire. Moi, je tiens à le dire, être exemplaire, ça veut dire être honnête et authentique dans ce qu'on défend en termes de conviction, pas changer d'avis tout le temps, pas changer d'engagement, et puis avoir de la considération pour les citoyens avec lesquels on échange. Et pendant les retraites, c'était un vrai défi, parce qu'on a reçu aussi la classe politique beaucoup de personnes ne cesse de parler du Rassemblement national en expliquant que tout ce qui se passe, ça va favoriser le Rassemblement national. Vous le pensez vraiment, Sophie Taillé-Polon? Non, moi je ne le pense pas, mais je voulais répondre à votre auditeur. Samir, allez-y. Voilà, je pense que d'une part, en fait, nous en tant que députés, c'est vrai que moi je vis dans une ville populaire, je vais chercher ma fille à l'école publique, je veux dire, j'ai pas l'impression d'être déconnectée. Par contre, c'est vrai, je suis élue de gauche dans une ville populaire, voilà. Mais par contre, ce que je voulais dire, c'est que, évidemment, les gens, ils se disent à quoi on sert. Quand on voit les mauvaises manières qui sont faites au Parlement, qu'on nous empêche finalement d'aller au bout du vote démocratique par le 49-3, évidemment, là, les gens et nous-mêmes, on se demande à quoi on sert. Après, je voulais aussi rebondir en disant que je soutenais totalement sa vision des choses sur le RSA. On va y revenir. Et si on peut y revenir après, j'en serais ravie. Bien sûr qu'on va y revenir. Pierre-Henri Dumont. Écoutez, si je reprends ce qu'a dit Samir, il y a ce sentiment de déconnexion qui existe. L'abstention, mais c'est pas maintenant qu'elle va gagner, elle a déjà gagné l'abstention. Elle a déjà gagné. Quand on regarde qu'il y a moins de 50% des Français qui sont allés voter, par exemple, aux dernières élections législatives. C'est pour ça que tous les débats autour de la légitimité sont des débats vains, me semble-t-il. Personnellement, je les trouve vains. Parce que, compte tenu du niveau d'abstention aujourd'hui, partout, que ce soit aux législatives ou à la présidentielle, le débat est vain. Mais pas que, c'est une question d'engagement global dans la société. Regardez les difficultés qu'ont les associations pour avoir des bénévoles. On a aujourd'hui des associations qui périclitent parce que les 2,
3 membres fondateurs n'arrivent pas à passer le flambeau. C'est ce qu'on voit partout sur les territoires. Et donc, la question qui va se poser, c'est le champ de ruines laissé par Emmanuel Macron dans la classe politique. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui avait promis de réenchanter la politique. En 2017, de retisser ce lien qui était déjà distendu à l'époque entre les citoyens et le pouvoir politique. Et ce qu'il a réussi, il a fait tout le contraire. Il a fait tout le contraire parce que son but a été pour gagner de détruire, de tout faire exploser. Et il n'a pas reconstruit derrière. Quand il a voulu reconstruire, c'était à coup de débauchage individuel qui donne une image pitoyable de la politique, de quelques-uns qui vont à la gamelle pour se servir, pour avoir un gyrophare sur la voiture, pour d'ici quelques semaines avoir sur leur carte de visite marqué ancien ministre. Voilà, c'est pas la conception, je termine, que je me fais de la politique. Et il y a aussi un élément qu'il faut rajouter, probablement que je serai en désaccord avec mes deux collègues ici présentes. Je pense qu'un élément de déconnexion des élus nationaux de ce qui se passe réellement en bas, c'est l'interdiction du cumul des mandats. Et que quand on avait des députés maires, bon an, mal an, on avait des personnes qui connaissaient la vraie vie. Là, aujourd'hui, on a des députés, en particulier du Rassemblement. Effectivement, on peut être conseiller municipal. Je ne dis pas le contraire. Je suis également conseiller municipal, j'ai été maire de ma commune, mais je pense que quand on est en prise, je ne sais pas si c'est mieux, mais je pense que quand on est plus en prise et qu'on a exercé des fonctions qui sont des fonctions exécutives dans un conseil municipal, dans une région, dans un conseil départemental, probablement qu'on connaît peut-être un petit peu mieux que quand on a été élu sur une liste. Ça ne veut pas dire qu'on doit cumuler les indemnités. On peut très bien dire qu'on peut cumuler la fonction sans l'indemnité. C'est pas le sujet. Non, mais c'est un sujet sur la déconnexion. Sur la déconnexion. Je suis complètement d'accord sur la déconnexion. Oui, Violette, enfin, juste pour réagir, parce que finalement, les propos que j'entends, je trouve ça assez désespérant qu'un élu Les Républicains caricature autant l'engagement, y compris de ses opposants. Moi, je respecte l'engagement de politique, y compris de mes opposants politiques. Chacun est respectable dans les convictions qu'il défend. Et aujourd'hui, avoir des propos populistes qui donnent l'impression que les gens vont à la gamelle, que Emmanuel Macron a tout détruit, etc. Enfin, je veux dire, les premiers élus au premier quinquennat en 2017 avec la majorité présidentielle, c'était une grande partie de femmes et d'hommes qui s'engageaient pour la première fois de la société civile. Encore aujourd'hui, on est très nombreux à avoir une expérience dans les collectivités, dans les entreprises, en tant que salarié. Moi, je travaillais dans une entreprise avant, même si j'avais un engagement politique local. Et donc, voilà, je pense qu'il faut au contraire valoriser cet engagement. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes aujourd'hui qui reculent face à la violence, face à tout ce que ça demande comme exposition. Et donc moi je suis plutôt admirative de tous les élus de quelque bord qu'ils soient. Le renouvellement de l'Assemblée nationale, c'est peut-être une explication au climat des discussions. Oui, c'est une assemblée diverse et très mouvementée. Une assemblée nouvelle, diverse. Voilà. Je ne sais pas. Moi, personnellement, je comprends très bien qu'on ait comme ça des discours. Bon. Oui, moi je voulais quand même ajouter quelque chose et vous dire, Monsieur Bourdin, ce que vous avez dit, c'est que finalement il y a une grande abstention, bien sûr. Mais par contre, ce que je note aux élections. Mais il y a une grande participation là aux manifestations et au mouvement social, d'un mouvement qui est extrêmement suivi, avec des gens qui n'étaient jamais allés en manifestation. Et ça aussi, c'est un acte démocratique assez fort, qui doit, à mon avis, être entendu. Non, vous avez raison, les manifestations sont très importantes, mais ça représente combien quand il y a 3,3 à 4 millions de gens qui font le fait d'aller dans la rue, ils représentent bien davantage qu'eux-mêmes individuellement, parce qu'on sait, tout le monde ne peut pas y aller, tout le monde ne se sent pas d'aller dans une manifestation, tout le monde ne peut pas faire grève, ne serait-ce que financièrement, etc. Donc ça représente un mouvement bien plus large, qu'on lit d'ailleurs dans l'opinion avec le soutien au mouvement et l'opposition à la réforme. Donc il y a quand même un fort engagement des Françaises et des Français aujourd'hui dans la politique, et donc il y a aussi une volonté de peser, et c'est cela que le président devrait entendre. Mais il y a un fort engagement des Françaises et des Français contre une loi, contre une réforme, pas pour la politique. C'est complètement... C'est un acte politique, c'est un acte très politique. Est-ce que vous pensez que toutes celles et ceux qui sont dans la rue voteraient pour Europe Écologie Les Verts ou pour la France Insoumise? En tout cas, je pense qu'ils veulent une autre société que celle qui est proposée donc par Emmanuel Macron, et ça va au-delà d'un âge, c'est aussi une vision du partage des richesses, une vision de la société telle qu'elle va aujourd'hui, et que défend Emmanuel Macron comme étant incontournable, c'est-à-dire finalement le creusement des inégalités. On va en parler. Juste, je termine avec l'ambiance, l'atmosphère. C'est un peu ce que disait Samir. Cette distance qui est encore plus forte aujourd'hui entre le citoyen et l'élu. Le Pen qui récupérerait la mise, moi je pense que c'est une construction médiatique. Vous êtes d'accord ou pas avec moi? Parce que ça veut dire quoi? J'ai entendu ça partout, mais partout, dans tous les débats, sur tous les plateaux de télévision. Le Pen va récupérer la mise. Construction médiatique.
Qui le sait ? Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que tout ce qui contribue au chaos, au désordre, à la négation de notre fonctionnement démocratique institutionnel va favoriser les extrêmes et le populisme. Donc effectivement, oui, ce qui se passe en ce moment est assez grave. Les violences envers les élus, la négation de la légitimité du processus démocratique, tout ça, le fait qu'on essaye d'expliquer des choses en caricaturant et en niant qu'une réforme des retraites, c'est extrêmement complexe, c'est extrêmement impopulaire, c'est un vrai sujet de responsabilité nationale. Mais ça favorise effectivement les extrêmes. Mais soyons honnêtes, Marine Le Pen n'a jamais tenu des propos qui pourraient être condamnables. Elle est honorable au sens premier du mot. Elle est restée très silencieuse pendant la réforme des retraites. Dans son comportement, elle est honorable dans son comportement et dans ce qu'elle a dit. Non, pour moi, elle est toujours hors du champ républicain. Et si vous voulez, moi, ce qui m'effraie, et effectivement, ce qui m'inquiète par rapport à une prise de pouvoir possible du Rassemblement national, c'est la montée des idées d'extrême droite dans la société française. Je crois que c'est une réalité aujourd'hui dans le discours politique, on le voit. On était sur autre chose il y a quelques années, et petit à petit, ça dérive vers la droite et vers l'extrême droite. Et par exemple, je vais vous citer un exemple. Madame Le Pen, quand on a parlé de loi sur l'assurance chômage, a proposé d'exclure les salariés étrangers des élections professionnelles, et en tant qu'électeurs et en tant qu'élus possibles. Pour moi, vous voyez, ça, c'est quelque chose qui est hors du champ républicain. Pourquoi ? Quand on est salarié et qu'on vote en tant que salarié, quelle que soit sa nationalité, on doit avoir le droit de participer à ce qui est le faible pouvoir de la démocratie sociale. Pour moi, vous voyez, ça, c'est une vision de la société qui dresse les étrangers contre les Français, alors que tous, on devrait travailler ensemble pour le bien du territoire sur lequel on vit. Le problème, avec Marine Le Pen, on ne va pas passer l'émission sur Marine Le Pen, on est bien d'accord, Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la majorité n'existe pas à l'Assemblée nationale, mais l'opposition n'existe pas non plus. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune majorité. Le vrai problème est là. Le vrai problème, pour le savoir, il faudrait reconvoquer peut-être le peuple. Je dirais qu'on a une majorité relative, vous avez raison, relative, on le sent bien chaque jour, puisque la seule solution pour faire avancer le pays, quand on a une majorité relative, en fait, il y en a deux des solutions. Soit on a un partenariat sur telle ou telle loi avec un autre groupe politique ou avec des élus. Ça a été le cas des énergies renouvelables, ça a été le cas du nucléaire, ça a été le cas de l'assurance chômage. On a réussi à faire voter des lois. Soit on doit utiliser cet outil du 49.3 pour faire avancer, par exemple, voter les budgets de la France en 2023. Mais le compromis, c'est sur chaque loi. Le compromis, c'est sur chaque loi. Mais il n'y a pas de majorité alternative. Quelque part, quand on voit cette mention de censure qui n'est pas passée, ça montre bien qu'il n'y a pas de majorité. Mais il n'y a aucune majorité alternative, c'est évident. Donc on doit continuer de travailler à des partenariats, à de l'élargissement, loi par loi, sujet par sujet, sur la base de vraies convictions. Ce qui est inquiétant, c'est surtout la réduction du champ républicain. Parce qu'on parle beaucoup de l'extrême droite, mais il faut aussi parler de l'extrême gauche. Moi, pardon, j'ai entendu hier, sur une radio, une matinale, une députée de votre groupe ne pas condamner les violences contre les élus, ne pas condamner les attaques des permanences d'Éric Ciotti, de Émilie Bonivard, d'Éric Poget, qui sont tous les trois des députés Les Républicains. Et ça aussi, ça participe de la réduction du champ républicain et qui pose un vrai sujet sur est-ce qu'il existe autre chose. Et c'est d'ailleurs pour cela, cette réduction du champ républicain, que moi je trouve que toute volonté de débauchage individuel d'une part et d'alliance dans un accord de gouvernement entre les Républicains... Le compromis, ça existe. Pourquoi ça a fonctionné encore cette semaine? Ce sont deux choses, je termine juste, ce sont deux choses totalement différentes, parce que vous comprenez bien que le principe de la démocratie, c'est l'alternance. Et que cette alternance, s'il n'y a pas de parti dit républicain à côté d'Emmanuel Macron, en opposition à Emmanuel Macron, l'alternance se fera soit à l'extrême gauche autour de Jean-Luc Mélenchon, soit à l'extrême droite autour de Marine Le Pen. Et donc, il est absolument vital de garder une opposition. Vous encouragez la non-majorité, si je puis dire. Pardon, mais pour vous, il n'y a pas de majorité possible. Mais dans le contexte de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, il n'y en a pas. Il y a une majorité relative. Il n'y a pas, en effet, de majorité alternative à la majorité relative avec cette composition d'Assemblée nationale. Aucun compromis, imaginons. Il peut y avoir des compromis sur des textes. Le texte sur le nucléaire, par exemple, qui a été voté mardi, a reçu une large majorité parce que les Républicains ont toujours défendu le nucléaire en France
contre d'ailleurs Emmanuel Macron lors du premier quinquennat, qui avait fait passer une loi pour fermer 14 réacteurs nucléaires. Comme partout d'ailleurs. Et surtout Emmanuel Macron, peu importe. Les communistes ont voté. Les communistes sur vos positions passées. On peut en parler avec grand plaisir. Je suis à votre disposition, Jean-Jacques Bourdin. Les communistes ont voté également la question de relance du nucléaire. Donc on voit bien qu'il y a texte par texte des positions où on peut voter dans l'intérêt du pays. Mais voter dans l'intérêt du pays, ça veut dire que chacun doit faire un pas vers l'autre, et c'est pas que aux oppositions d'aller vers la majorité, c'est aussi à la majorité d'écouter un peu plus. Paulin. Oui, juste une première chose, parce que vous m'avez mise en cause. Donc au groupe écologiste, pas mise personnellement en cause. Non, pas personnellement, mais au groupe écologiste, nous condamnons toute forme de violence. Mais si parfois on nous dit que la violence, c'est de mettre des autocollants sur une vitrine d'une permanence parlementaire. Non, il s'agissait ici de lancer de pavés dans les vitrines des permanences. Non, il s'agissait ici de lancer de pavés dans des permanences. Toute forme de violence est à proscrire. Cela dit, il faut entendre les manifestants qui souhaitent s'exprimer. Et aujourd'hui, on a quand même des questions très très fortes, voire des inquiétudes très très graves sur la façon dont le maintien de l'ordre est venu. Mais moi, il n'y a pas d'excuses aussi aux violences policières qui sont aujourd'hui commises. Parce qu'il y en a. Je vous repose la question très clairement. Il n'y a pas d'excuses ni de contexte pour des violences, madame. Aucune violence. Sur les élus. Il y a juste une différence. Aucune violence. Il y a l'État qui a un monopole, qui est le monopole de la violence légitime. C'est-à-dire que quand il y a des policiers qui exercent des violences à l'égard de manifestants, et ça a été beaucoup documenté ces derniers jours. Je lisais ce matin le journal Le Monde qui l'affirmait de manière très très claire et documentée. Donc on ne peut pas dire que ça n'existe pas et que c'est juste sur les principes, on se rejoint. Toute forme de violence, voilà. Mais la démocratie, c'est aussi la manifestation. Ça peut être cela, c'est cela depuis la création de notre République. Et donc il faut respecter ces manifestations. Je voudrais quand même revenir sur une chose, parce que effectivement, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de majorité alternative. Et ceux qui essayent de faire croire qu'il pourrait y avoir une alliance des extrêmes, c'est absolument impossible. Mais par contre, il y a une possibilité qui est toujours possible, de laquelle nous n'avons pas peur, c'est le fait de dissoudre et de proposer au peuple français de réélire des députés afin de dégager une majorité. Et ce que je voudrais dire, c'est que si on en reste là et si le président ne fait pas ce choix, parce que de toute façon c'est à lui de le faire ou pas, je dirais qu'il y a pas, à mon sens, deux possibilités. Soit on trouve un compromis, soit c'est le passage en force. Vu l'état de tension dans notre société, soit c'est le compromis, soit c'est le compromis. Il n'y a pas de chose possible. Et c'est la raison pour laquelle il faut retirer cette réforme des retraites. Alors, il est 11h21. On va poursuivre sur la politique, mais je voudrais entrer dans le concret, à la fois sur la proposition d'Emmanuel Macron concernant le RSA, mais aussi sur autre chose, sur la mobilisation d'aujourd'hui. Est-ce que c'est un baroud d'honneur ou pas? Certains le disent déjà que c'est un baroud d'honneur. Nous verrons bien le monde qu'il y aura dans la rue aujourd'hui. Nous verrons bien ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Il y a, ne l'oublions pas, c'est très important, une élection à la tête de la CGT le week-end prochain qui va faire bouger les choses. Il est 11h22, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h25. Allez, tiens, nous prenons Jean-Pierre qui est à Chatou dans les Yvelines. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Jacques, comment allez-vous? Ça va très bien Jean-Pierre, vous êtes, ça y est, loin de la Chine maintenant. De retour en France depuis un peu plus d'1 an et demi, oui. Voilà, je vous dis tout, Jean-Pierre est un auditeur d'RMC et il est venu me rejoindre ici à Sud Radio, ça me fait plaisir. Et Jean-Pierre était en Chine. Et pendant combien d'années Jean-Pierre en Chine? 7 ans. 7 ans, il vivait en Chine, travaillait en Chine et m'appelait régulièrement de Chine d'ailleurs. Et notamment pendant le Covid. Et le confinement chinois, qui était autre chose que le confinement français. C'est clair. C'est clair. Jean-Pierre, que dites-vous à propos de l'intervention d'Emmanuel Macron et de son positionnement, Emmanuel Macron qui reste dans sa ligne. La réforme est nécessaire, a-t-il dit hier, a-t-il répété, il reste inflexible. J'espère qu'il va rester inflexible et qu'il va aller au bout. Enfin, un président qui a du courage. On a un monsieur qui n'a pas été élu, qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, qui fait tous les plateaux télé, qui fait toutes les interventions, qui fait des réunions. Mais ce monsieur a perdu aux élections. Et ça, il a du mal à l'admettre. Et ça fait quelques années qu'il a du mal à l'admettre. Il y a eu un vote pour une motion de censure. Ils ont perdu. C'est passé. À 9 voix près, certes, mais c'est passé. Donc la réforme, on l'applique. Elle n'est pas satisfaisante. C'est une petite réformette qui va encore être changée d'ici les prochaines élections présidentielles. Il y a eu des élections. Les gens ne se sont pas déplacés. Il faut se déplacer aux élections. Les prochaines élections, déplacez-vous, votez et dégagez Macron.
Bien, merci Jean-Pierre, merci. Mais c'est vrai qu'il ne peut pas se représenter. Enfin, il y aura peut-être un candidat ou une candidate qui s'inspirera d'Emmanuel Macron à la prochaine élection. Je ne vais pas poser la question à Violette Sylboux, c'est trop tôt, c'est dans 4 ans. D'ailleurs, tiens, au passage, puisqu'on parlait tout à l'heure de compromis, Édouard Philippe, lui, il a appelé une sorte de compromis, une nouvelle majorité. Ça ne vous a pas surpris, Violette Sylboux, franchement? Qu'on appelle au compromis, à l'élargissement, aux discussions avec les partenaires, c'est ce que j'ai entendu dans la bouche du président de la République dans son allocution d'hier, et puis aussi dans la réunion qu'on a eue avec les parlementaires la veille à l'Élysée avec Emmanuel Macron. Édouard Philippe était présent aux côtés du président. Je crois qu'aujourd'hui, même si, et bien heureusement, il y a une partie des Français qui soutiennent le président, comprennent cette impérieuse nécessité, ce côté indispensable de la réforme des retraites, même si elle est impopulaire, même si c'est très désagréable de se dire qu'on va travailler 2 ans de plus pour assurer la sécurité des retraites de nos enfants, de nos petits-enfants, eh bien, on a quand même un devoir d'avoir une nouvelle méthode, un nouveau cap. Et c'est sur ça qu'on va travailler les 3 semaines, 1 mois à venir. C'est là-dessus que la Première ministre a été missionnée. On va travailler ensemble avec les groupes parlementaires sur les priorités d'action qui sont à venir. Je ne sais pas. On a le sujet du travail. On a le sujet du travail. Pierre-Henri Dumont, vous êtes prêt à travailler avec la majorité? Mais nous, on est la majorité, avec la majorité au pouvoir. Nous, on est prêt à discuter de tous les projets de loi, mais comme on l'a fait depuis le début. Quand les projets de loi vont dans le bon sens, sur le RSA, tiens, quelle est votre position? Oui, allez-y. Oui, non, mais juste peut-être pour... Oui. Enfin, on croit rêver. L'Assemblée nationale, sur le nucléaire, a rejeté la proposition du gouvernement, faite par amendement et d'ailleurs sans étude d'impact, etc., de réformer la gestion de la sûreté. La sûreté nucléaire, c'est pas une petite question. Et qu'on soit pour ou contre le nucléaire, en fait, on a rassemblé une majorité pour dire cette réforme nous inquiète. On n'est pas d'accord avec cette réforme. Donc, il y a eu des votes à l'Assemblée nationale qui ont rejeté cette réforme. La logique voudrait, surtout vu le niveau de tension actuel en France et le niveau de gravité de la question, que le gouvernement ne remette pas le couvert. Ils se disent, bon, on va temporiser, puis on va travailler, peut-être qu'on reviendra plus tard avec un autre projet. Mais eh ben non. J'apprends dans la presse ce matin que la ministre s'entête et qu'elle va continuer sur ce projet de réforme. Alors, je veux dire, à un moment donné, il faut quand même savoir s'arrêter et revenir au réel. Non, mais attendez, vous avez des parlementaires qui tous ensemble mais unis. Vous parlez de 5% d'un projet de loi qui a été rejeté, 95% a été largement rejeté. Je crois que je vous parle de ces 5%. Ça bascule au Sénat. Vous êtes bien d'accord avec le fait que on n'y aura jamais 100% des gens qui seront d'accord sur ce qui sera voté. Mais soyons... Vous devez vous incliner dans la démocratie, on s'incline quand on perd. Mais la démocratie, la majorité, elle refuse. Monsieur Dumont, la démocratie, c'était le fait de valider cette réforme. C'est pas mon choix, mais c'est pas grave, je l'admets. Mais par contre, de rejeter ces 5%. Mais ça va partir au Sénat. Et là, la ministre revient sur le fait du rejet de ces 5%. Ça va partir au Sénat, il y aura une commission mixte paritaire, il y aura une discussion. C'est pas rien. C'est fonctionnement de nos institutions. Donc à un moment donné, quand on dit qu'il faut chercher le compromis, ce serait retirer ce projet. Ce que je dis, chercher le compromis. Imaginons que le président de la République mette à l'écart LFI et le RN et dise à tous les autres, mettez-vous autour d'une table, vous préparez un programme et vous nommez un Premier ministre. Ce serait possible ou pas? Ça existe partout en Europe, le compromis. En France, c'est le système peut-être qui veut cela. Ce sont les institutions qui nous condamnent à ne pas gouverner avec des coalitions. Des coalitions politiques de différents partis. Impossible en France. Les institutions ne le permettent pas aujourd'hui telles qu'elles sont construites. Donc les institutions ne le permettent pas. Faire évoluer nos institutions, ça c'est une certitude. Oui, en tout cas, mais pour répondre à votre question, nous ce n'est pas possible. Pardonnez-moi, juste parce qu'il y a des divergences trop profondes. Mais les Verts en Allemagne travaillent avec les libéraux. Oui, mais c'est pas toujours facile, je vous l'accorde. Dans la plupart des cas, ils travaillent quand même plutôt avec les sociodémocrates, dans la très grande majorité des cas. Mais c'est une coalition. En France, ils travaillent avec LFI, donc on n'est pas non plus dans le même schéma. Mais ils travaillent avec les socialistes, ils travaillent avec la gauche. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent, les écologistes, ils considèrent que la réalité, les causes profondes il n'y a qu'en France que l'écologie politique est de gauche et d'extrême gauche. Partout ailleurs en Europe, c'est une écologie qui est plus transpartisane. C'est pas du tout vrai, mais nous considérons que effectivement, les causes profondes de la crise climatique, c'est aujourd'hui le système de production. Et quand on entend le président de la République dire il faut travailler plus, il faut produire plus, etc., nous on considère qu'on va dans le mur. Et donc, si vous voulez, mais par contre, et pourquoi les Verts allemands ont
ont un avis contraire. Les Verts allemands n'ont pas un avis contraire. Et je vous fais remarquer donc que là, ils sont dans une coalition, non pas avec les libéraux, mais avec les sociodémocrates. Mais ils sont au gouvernement avec les libéraux. Oui, mais parce que le système parlementaire, là, est vraiment profondément parlementaire, n'a rien à voir avec nos institutions. Aujourd'hui, nous avons un pays bloqué. Nous avons un pays bloqué. Pourquoi ? Parce que les institutions de la 5e, elles ont été conçues à un moment où il y avait 2 grandes familles politiques, et maintenant, on voit bien que dans notre configuration, il y en a plutôt 3. C'est-à-dire plutôt, je dirais, l'extrême centre d'Emmanuel Macron et la droite classique, l'extrême droite, et puis la nouvelle Union populaire. Et que finalement, aux élections, on a 3 tiers. Donc il faudrait certainement sortir de tout cela par de nouvelles... Et oui, c'est la tripartition aujourd'hui. Regardez les élections législatives. Les élections législatives le montrent très bien. Si on revient sur l'actualité et les semaines et les mois à venir, en fait, ce que Emmanuel Macron nous a demandé collectivement, quand je dis nous, c'est aux parlementaires, aux membres du gouvernement et en lien avec les partenaires politiques potentiels et les organisations syndicales. C'est de se remettre autour de la table et de refaire des priorités différemment de ce qu'elles étaient prévues pour aller plus vite sur ce qui est essentiel. Je pense notamment, nous on a par exemple alerté, on a été nombreux députés sur le sujet de la loi grand âge, qui est très attendu, qui est un sujet du quotidien des Français, les sujets de santé, les oubliés du Ségur, des choses qui nous préoccupent depuis un moment et sur lesquelles on veut aller plus vite. Bien. Et puis inversement, sur la loi immigration, de faire différemment pour faire avancer le sujet à la fois de l'emploi des personnes qui sont en situation irrégulière et qui doivent trouver leur place, et sur l'exécution des OQTF pour les étrangers délinquants. Donc voilà, on est à l'action, pas d'immobilisme, il faut avancer. Nous verrons, si vous pouvez agir comme vous le souhaitez. Ça sera peut-être pas si facile que ça. Enfin, nous verrons bien. Il est 11h34, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bon, Pierre-Henri Dumont, je vous accorde, vous avez un peu de retard, je vous accorde, mais vraiment 2 minutes pour parler des institutions. Et ensuite, je voudrais parler du RSA. Sur les institutions, de façon très courte, la question, ce n'est pas que celle des institutions, c'est aussi la méthode de gouverner. Et le fait que le président de la République ait refusé d'aller au vote sur la loi retraite, ça prouve une chose. Ça prouve que, en fait, il ne comprend pas qu'il peut perdre des scrutins. Et donc, on a le message qui est envoyé dans la population, c'est soit je gagne tout le temps, soit vous perdez tout le temps. Mais il n'y a pas le côté de dire je prends mon risque, je gagne, je perds, peu importe, mais au moins la démocratie a parlé. Et c'est ça en fait qui met les gens dans la rue. Bien, hier, le président de la République s'est exprimé sur 2 chaînes de télévision, 13h, 10 millions. Est-ce qu'il avait bien choisi son moment, 13h, les 2 chaînes majeures. Il a bien choisi ou pas ? C'était habile ou pas ? Ça dépend à qui vous voulez parler. Vu le discours qu'il a eu, qui n'était pas un discours d'apaisement et pas un message envers les manifestants, c'est un message envers son socle de premier tour, qui est un socle plutôt constitué de personnes qui peuvent rentrer chez eux le midi, qui peuvent prendre un peu plus le temps de déjeuner. Donc il a tapé sa cible et c'est par rapport au message qu'il a donné, qu'il a délivré, c'est plutôt ça. Je crois que c'est un peu caricatural. Aujourd'hui, on sait qu'une fois qu'il y a eu cette interview sur les grandes chaînes nationales qui sont suivies par tout type de personnes, on a aussi l'accès sur Internet, sur son téléphone, pendant la pause déjeuner au lieu de travail, a posteriori. Ça, c'est vrai, mais... Donc je crois que là, le sujet, ce qui était important, c'est de toucher beaucoup de Français. Ce qui est important, c'est ce qu'il a dit alors. D'être accessible, et puis le fond, et le sujet du RSA. Bon, alors parlons du sujet du RSA. Il a dit 2 choses. Il a parlé du RSA, il a parlé aussi des super profits, qu'il allait mettre en place. Bon, c'est assez compliqué parce que une histoire de rachat d'actions. Enfin, je ne vais pas entrer dans les super profits. Nous verrons bien ce qu'il propose dans les semaines qui viennent, mais ce qui m'intéresse, c'est le RSA. Conditionner le versement du RSA à une activité. Je dis bien une activité, parce que les mots ont leur importance, une activité de 15 à 20 heures par semaine. Il y a des expérimentations qui sont en cours, et tout à l'heure, nous avions le patron du département de l'Aveyron, puisqu'il y a une expérimentation à Decazeville dans l'Aveyron, qui fonctionne plutôt bien. Il veut généraliser ce système. Vous êtes contre ou pour ? Alors, nous sommes défavorables à ce système. Moi, j'étais en audition avec le président de la métropole de Lyon hier, qui expérimente aussi. Et qui dit, tout le monde sait très bien qu'au vu des moyens des services sociaux, etc., obliger, surveiller, organiser 15 à 20 heures par semaine d'activité dont on ne sait pas ce que c'est absolument impossible. Donc, on est dans l'hypocrisie. Voilà. Donc, voilà un département qui est dans l'expérimentation. Politiquement, le patron de la métropole est proche de vous. Mais voilà ce qu'il en dit, en tout cas. C'est peut-être pour ça
qui dit ça. Non, il expérimente en tant que président d'un département et il livre son expérience et ce qu'il en ressort. Ça, c'est la première chose. Oui. Moi, ce que j'observe, et ça c'est sur le terrain chez moi, dans une mission locale où le CEJ, le contrat engagement jeune, se fait aussi sur les mêmes bases, je vois des directeurs et des présidents de missions locales qui me disent alors, on n'a pas trop de moyens pour organiser ces ateliers, ces activités dont on ne sait pas trop bien ce que c'est. On n'arrive pas à monter des trucs qui soient adaptés aux jeunes, donc en fait, c'est compliqué, etc. Donc, vous voyez, ça nage un peu dans la panade. Après, sur le fond, on est sorti d'une vision après-guerre. Les Républicains sont toujours là aussi à participer de cette glorification qu'ils méritent du CNR. On était à cette époque dans une vision où finalement c'était plus la société qui avait une dette envers les pauvres que l'inverse. Et là, on retourne complètement le truc. Ah, on est bien gentil de vous donner 400, 500, 600 euros par mois pour vivre, alors qu'on sait très bien qu'on n'arrive pas. Ça dépend. Bon, donc moi je le dis une chose. Par exemple, quand une personne est au RSA, parce qu'elle a enchaîné pénibilité, accident du travail, qu'elle est en incapacité, et que donc si elle traverse la rue, il n'y a aucun travail qu'elle soit en mesure de faire physiquement. Alors on va lui demander quoi? Mais c'est pas un travail. Il faut arrêter de culpabiliser. Ça peut être aussi une aide. Vous croyez que cette personne dont je parle, ça peut être une aide. Mais garder des enfants, soit c'est ses enfants, soit c'est un métier, Monsieur Bourdin. Moi, je c'est un métier. Donc à cette personne, vous croyez qu'elle reste sur son canapé? Non, elle fait plein de choses. Ça peut être du bénévolat dans une association. Elle va certainement aider. Ça peut être du bénévolat dans une association. Mais du bénévolat, alors si c'est du bénévolat, c'est libre à elle de le faire. Et il y en a tant et tant qui le font. Vous croyez quoi? Que les gens ils restent sur leur canapé à regarder la cloche l'horloge qui tourne? Bien sûr qu'ils font des choses. Si ça permet de mieux insérer, bien sûr qu'ils font des choses. Si ça permet de mieux insérer le bénéficiaire du RSA, n'est-ce pas une bonne mesure? Mais écoutez, il y a déjà, depuis le RMI, le volet insertion. Le RMI qui a été mis en place par qui? On n'arrive pas à le faire. Oui, bien sûr, par Michel Rocard. On n'arrive pas à le roi du 49.3. L'insertion, c'est pas de l'activité dont on ne sait pas ce que c'est. Je mets sur mon canapé, je fais du tricot, c'est une activité. Enfin, de quoi parlons-nous? Attention, ce volet insertion, il est déjà là. Et déjà, les collectivités, les départements ont du mal à le mettre en place. Donc arrêtons, donnons juste de quoi vivre dignement aux gens qui sont privés d'emploi. On a là une députée de la NUPS qui nous explique tout ce qui ne marche pas. Et moi qui suis de la majorité présidentielle sur les sujets d'emploi, d'insertion, je regarde ceux qui marchent. Et je vous assure que le sujet de cet accompagnement personnalisé de retour à l'emploi renforcé, amélioré, accéléré, c'est une mesure du président de la République qui est inspirée de là où ça fonctionne. Et où ça fonctionne, c'est dans mon département, dans le Nord, parce qu'on est en expérimentation en ce moment. Christian Poiret a été candidat et le département du Nord est en expérimentation sur Roubaix et Tourcoing, avec la maire de Tourcoing, Doriane Bécu. Mais c'est quelque chose qui est déjà testé sous une formule un peu moins formalisée depuis plus de 2 ans, avec un coaching personnalisé des bénéficiaires du RSA. On est le département où il y en a le plus. On a à peu près 100 000 personnes au RSA par an. Chaque année, il y a des nouvelles personnes qui arrivent et on voit le résultat. Le résultat, c'est que quand on met tous les moyens, ceux de Pôle emploi, des maisons de l'emploi, du département, ensemble avec les entreprises du territoire pour accueillir, pour accompagner des personnes qui ont envie de retrouver leur place dans la société, parce que ce qu'on dit, c'est le contraire de ce que dit madame. Ce qu'on dit, c'est que c'est simplement retrouver sa place, sa dignité, une place qui doit être adaptée à chaque situation de bénéficiaire au RSA. Il y a des personnes qui peuvent retravailler, normalement, progressivement. Il y a des personnes qui vont avoir un emploi ou sur lequel, même si c'est un peu plus lent, c'est pas gênant. Moi, j'ai discuté avec un restaurateur de Lille, par exemple, qui est prêt à prendre et qui prend des personnes en insertion, qui mettent le couvert avant le service au restaurant. Ils sont plus lents pour des raisons qui sont liées à leur vécu personnel. Eh bien, c'est pas grave, c'est un accompagnement d'insertion. Ils ont leur place dans une équipe au restaurant et ils retrouvent tout doucement une place. Ça peut encourager, la politique d'insertion. Mais on peut tout à fait le faire sans obliger à 15 à 20 Nous, chez les Républicains, on est hyper favorable à la conditionnalité du RSA. C'est d'ailleurs commencé à être expérimenté dans les départements alsaciens au début. C'est là où il y a eu les premières expérimentations. La question, si vous voulez, derrière, c'est pas la question de pointer du doigt telle ou telle personne, c'est vraiment la question, mais c'est la question de redonner confiance à des personnes qui sont
pour la plupart très éloignés de l'emploi, de toute activité. C'est de remettre le pied à l'étrier. Je vais vous raconter une expérience dans ma commune. Quand j'étais maire, j'ai décidé de mettre en place pour les allocations qui sont données par la mairie, en particulier l'épicerie sociale et solidaire, une conditionnalité. Toutes les personnes qui en bénéficient devaient faire des heures de bénévolat, d'accompagnement de la mairie. Encadrer les brocantes, aider les enfants à traverser, tous ces petits gestes du quotidien qui peuvent nous aider. Eh bien, après 6 ans, une fois qu'on a mis en place cette conditionnalité, cette obligation en réalité de faire quelques heures de bénévolat et d'accompagnement, on avait eu 80% de personnes en moins à l'épicerie sociale et solidaire. Je me suis demandé pourquoi, où était-il passé? Et quand j'ai eu les chiffres, on avait 90% de sorties positives vers l'emploi, vers la formation. Pourquoi? Pas parce qu'ils étaient partis de la commune, mais parce qu'ils avaient repris confiance en eux, ils avaient pu voir être valorisés, avaient pu voir qu'ils pouvaient faire quelque chose, qu'ils avaient un autre horizon que simplement rester. Bien, mais c'est une mesure que vous pourriez voter. Mais moi, sans problème. Mais on avait commencé par l'expérimenter par la droite. Pose la question. Évidemment. Extrêmement favorable. On va prendre Sylvie, qui est au RSA justement, et qui est à Agen, qui voudrait témoigner. À tout de suite, 11h46. Jean-Jacques Bourdin. Conditionner le versement du RSA à une activité, 15 à 20 heures par semaine. Sylvie est à Agen et Sylvie touche le RSA. Bonjour Sylvie, vous êtes sans emploi. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Donc voilà, moi je suis sur Agen, je suis bénéficiaire du RSA depuis pas mal de temps, j'ai connu le RMI. Moi je suis pour, depuis très longtemps, qu'on fasse travailler les gens qui sont au RSA. C'est-à-dire que quand vous êtes au RSA, vous perdez votre expérience au niveau professionnel. Dans votre savoir professionnel, voilà, vos acquis professionnels. Voilà, tout à fait, tout à fait. En plus, maintenant, nous n'avons plus du tout la relation avec les employeurs. On envoie des mails avec les CV. Donc en fait, on ne nous voit plus. On ne peut plus se présenter en fait. Donc le fait de faire travailler les gens au RSA, vous avez quand même un salaire, que vous soyez chez vous ou sur un lieu de travail, vous adoptez une forme de dignité. Voilà, tout à fait aussi, et puis du professionnalisme. Et en plus, avec ça, vous cumulez, par exemple, la prime d'activité. Donc, vous avez le RSA en salaire, vous avez la prime d'activité, et vous avez un pied dans une entreprise. Et avec ça, avec le bouche à oreille, vous pouvez trouver plus facilement un travail. Parce que les accompagnements des gens au RSA, il n'y en a pas, c'est pas vrai. Au RSA, on est livré à soi-même. Complètement. Il faut relancer les gens tout le temps. Il y a des sites qui se créent, mais il faut être vraiment au téléphone, suspendu tout le temps, avec les administrations, c'est incroyable, c'est le parcours du combattant. Bien, merci pour votre témoignage, Sylvie, qui est favorable donc à cette condition, 15 à 20 heures d'activité. Encore une fois, accompagnement, formation. Moi, c'est pas ce que j'entends. Je pense que madame, elle demande du travail. Et là, tout le monde est d'accord, évidemment, pour faire en sorte que les bénéficiaires du RSA travaillent. Oui, et notamment, madame le dit, sur des horaires aménagés pour faciliter la réinsertion, etc. Bah oui, mais là, le projet est extrêmement flou, c'est-à-dire des activités dont on ne sait pas ce que ça va être, dont on ne connaît pas la nature. On est aujourd'hui, et elle le dit très bien, pas en mesure d'offrir le volet d'accompagnement social et d'insertion. On ne voit pas bien comment on va permettre à ces activités d'exister. Donc oui, bien sûr, que tous les bénéficiaires du RSA puissent accéder à un travail avec des politiques d'insertion, oui, à une obligation de 15 à 20 heures par semaine d'activité dont on ne sait pas ce que c'est. Alors là, moi, je m'y oppose. On sait ce que c'est dans les lieux où c'est en expérimentation. On sait, mais on ne sait pas ce que c'est. Je voudrais dire ce que j'ai entendu dans ce témoignage, c'est finalement que le défi, il n'est pas pour les personnes allocataires du RSA, qui, elles, pour une grande partie, une majeure partie, souhaitent retrouver leur place, retrouver un boulot. Oui, mais le grand défi, il est pour nous. Oui. Il est pour les administrations, les politiques, les collectivités territoriales et les entreprises. Parce que c'est vrai, quand on n'a pas travaillé depuis 5-6 ans, qu'on est au RSA, c'est très difficile de retrouver un emploi. On a besoin d'un accompagnement renforcé. On a besoin que les entrepreneurs aussi ouvrent leurs portes, et c'est le bon moment. Pourquoi c'est le bon moment? Parce qu'on est arrivé proche du plein emploi, on est à 7,3% de chômage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les entreprises, tous les secteurs, j'étais encore avec la Fédération des travaux publics, avec l'Union des hôtels, cafés, restaurants, tout le monde cherche des personnes pour venir travailler. Et donc ça veut dire qu'aussi, il va y avoir une transformation dans l'accueil de ces personnes qui n'ont pas travaillé depuis longtemps. J'espère que les portes vont être beaucoup plus ouvertes pour elles, parce que c'est ça aussi le défi. Et donc il faut que nous, avec la grande réforme de Pôle emploi, France Travail,
et les départements, on soit meilleurs sur l'accompagnement des personnes en situation d'être au RSA et que les entrepreneurs soient à la hauteur. Et donc le défi, il est pour nous, plus que pour eux. Mais pourquoi on ne met pas des obligations sur les entreprises et donc vous voulez les mettre sur les personnes du RSA? Vous, c'est les taxes, les obligations et tout ce qui fonctionne les obligations sur les discours négatif. On va de l'avant. Vous, c'est le discours négatif sur les gens en difficulté. Il nous reste une minute. Je voudrais faire un petit tour de table. Est-ce que le président de la République aurait dû annuler la visite de Charles III? C'est ce que disait Sandrine Rousseau. C'est vrai que ça semble un petit peu en décalage avec la situation sociale. En tout cas, le président de la République aurait dû, au lieu de continuer dans son entêtement, il aurait dû prendre des mesures pour essayer non pas de jouer le pourrissement, mais de voir comment on peut sortir par le haut de la crise politique. Charles III, je dirais, c'est anecdotique. C'est anecdotique. C'est pour ça que je disais, c'est anecdotique. Non, c'est extrêmement important d'avoir la visite d'État du roi Charles III. C'est sa première visite à l'étranger. Roi. Ça montre les liens entre la France et le Royaume-Uni dans un contexte post-Brexit. Moi, je suis vice-président du groupe d'amitié France-Royaume-Uni. Je suis député de Calais, donc j'ai quand même un petit sujet avec les Anglais de façon assez régulière. Et c'est extrêmement important. Mais la difficulté, c'est que le contexte social aujourd'hui n'est pas favorable. Et ça prouve quand même que le président de la République pensait déjà avoir pu passer à autre chose au moment où il avait calé la visite. Donc il va falloir prendre des mesures pour déjà nettoyer les poubelles dans les rues de Paris, faire en sorte peut-être d'apaiser un petit peu plus la situation. Peut-être que le Conseil constitutionnel aura répondu à ce moment-là et retiré la réforme. Elle est sur le bureau du Conseil constitutionnel. Voilà. C'est lui qui aura le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. Je vous le dis tout de suite. Exactement. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que peut-être que les médias britanniques, s'il y a des problèmes, pourront dire que ce sont des supporters anglais à nouveau qui ont fait la difficulté en France et à Paris. Oui. Pour moi aussi, je pense que les relations avec le Royaume-Uni restent extrêmement importantes. On a tous les sujets de transfrontaliers, d'immigration, de collaboration économique qui restent majeurs pour la France. Le rôle d'un président de la République, c'est aussi les affaires étrangères, les relations internationales, la représentation de la France avec ses pays partenaires. Donc oui, il y a des sujets à l'intérieur qui sont liés aujourd'hui à la réforme des retraites. Il a aussi été très clair avec Gérald Darmanin sur la nécessité de permettre les manifestations et particulièrement aujourd'hui de préserver la liberté de manifester et de mobiliser 12 000 policiers forces de l'ordre pour permettre cette manifestation dans le calme organisée par les syndicats. Donc je pense que les deux sujets sont tenus, celui de l'extérieur de la France et celui de l'intérieur pour permettre l'expression des Français. Bien, merci à tous les trois. Il est 11h56, vous êtes sur Sud Radio, merci. Nous allons parler de toute autre chose après les infos de midi.